Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Ravi de vous retrouver. Voici le programme de l'émission. On va commencer par notre focus avec le Clémy qui nous propose de suite un nouvel épisode de sa série La famille tout écran pour aider les petits et les grands sur le rapport aux écrans. Et on regarde ça à la fin du sommaire. Et puis elle a une idée derrière la tech. C'est Lisa de Bernard qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lisa. Bonjour Philippine, et vous? Pleine forme, toujours. Un peu la voix cassée, mais on continue. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de Google qui bûche sur une IA pour les enfants. IA pour les enfants. Bon, on en parle avec vous dans un instant. On va aussi faire le tour du monde de la tech avec notamment, et en première partie d'émission, on va s'attaquer à une affaire brûlante, la faillite de 23andMe, le géant de l'analyse ADN, que vont devenir les 15 millions de profils génétiques que la société américaine détenait et quel avenir aussi pour ces données particulièrement intimes. On se pose la question dans un instant. Et puis en deuxième partie d'émission, pour le coup, on va remonter le temps grâce à un projet exceptionnel. Les Archives de France et l'INED s'apprêtent à publier en accès libre un siècle de recensement. Derrière cette prouesse, vous allez le voir, il y a là aussi bien sûr une technologie d'intelligence artificielle capable de déchiffrer d'anciens manuscrits. Qu'est-ce que ça change pour les généalogistes, les historiens et puis pour nous, communs des mortels? On en parle bien sûr avec notre experte Lisa. On en parle dans un instant, juste après le focus. D'abord, on regarde un nouvel épisode de votre série préférée, La famille tout écran, avec notre partenaire, le Clémy. On découvre ça tout de suite. Autre chose maintenant, vous avez peut-être entendu parler de 23andMe. C'est une société américaine, une fameuse start-up qui proposait de décrypter votre ADN pour quelques centaines de dollars. Et bien dernièrement, coup de tonnerre. Ben oui, elle fait faillite, laissant en suspens la protection de millions de profils génétiques. On en parle tout de suite dans la première partie du talk. On va en parler avec vous, Lisa, qui est notre experte aujourd'hui. 23andMe, donc société américaine, qui a longtemps été présentée, c'est vrai, notamment depuis les années 2000-2005, comme un fleuron de la Silicon Valley, de la tech américaine, valorisée d'ailleurs à plusieurs milliards de dollars. Et là, ces dernières semaines, catastrophe, la société fait faillite. Sa valorisation plonge à moins de 20 millions de dollars. Comment une entreprise si prometteuse, c'est vrai, qui a cartonné pendant des années, portée par l'engouement aussi, bien sûr, autour de l'analyse génétique, a-t-elle pu dégringoler aussi rapidement? Eh ben, l'explication, elle est assez simple. C'est que malheureusement, le modèle économique de cette entreprise, il était assez fragile, puisque, comme vous l'expliquiez, l'idée, c'était d'envoyer un petit échantillon d'ADN pour avoir tout l'historique de notre patrimoine génétique. Sauf que le problème, c'est que ça, une fois qu'on l'a fait, il n'y a pas vocation à le refaire une seconde fois. Donc, en ayant effectivement un modèle économique où on a un acte unique, en sachant que toute la population n'est pas forcément intéressée par son patrimoine génétique et ce qu'il recèle, et ben forcément, au fil des années, on a de moins en moins de clients et on finit par s'effondrer. Catastrophe donc. Le procureur de Californie recommande aux clients de récupérer leurs résultats ADN et de détruire leurs copies en ligne pour éviter tout risque de revente ou de piratage. Ça aussi, c'est un enjeu particulièrement essentiel et important là en ce moment pour tous ces gens qui ont participé et qui ont donné un peu de bave, de salive ces dernières années. Tout à fait, puisque on le sait, les données génétiques sont extrêmement sensibles dans la mesure où effectivement il n'est pas possible de les modifier. C'est pas comme un mot de passe où on peut faire un changement, c'est immuable, que ça soit maintenant ou dans 10 ans, ça restera la même chose. Donc c'est des données qui sont effectivement extrêmement sensibles. Et puis il y a un risque d'autant plus important, un risque accru en cas de faillite d'une entreprise, puisque très spécifiquement là sur le cas de 23andMe, en cas de changement de propriétaire, en fait, il est précisé dans les conditions d'utilisation que les données clients pourraient être transférées vers un nouvel acquéreur. Donc effectivement, ça pose des questions. Bien sûr. Alors, comment les entreprises du secteur peuvent-elles proposer justement de la valeur sur le long terme? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres modèles? Parce qu'il y a plein d'entreprises. 23andMe était le fleuron de la Silicon Valley sur ce domaine-là, mais le risque, c'est que ces entreprises-là qui utilisent quelque part nos données génétiques peuvent tomber parfois dans des pratiques douteuses aussi, comme la revente de données ou la publicité ciblée basée sur nos génomes. Oui, alors
pour ce qui est du modèle économique, très honnêtement, je ne serais pas capable de construire un business model autour de ce type d'entreprise, donc je me garderais bien de donner des conseils très avisés. En revanche, effectivement, on peut imaginer, pour essayer de rester périn, de monétiser en fait ces données, mais ça supposerait, par exemple, je ne sais pas, dans le cadre de recherche, pour la science, pour la santé, de pouvoir partager ces données, mais dans ce cas-là, pour que ça soit fait de manière très éthique, il faudrait avoir un consentement éclairé de la part des utilisateurs, et là, il n'est pas dit que tout le monde a envie que son patrimoine génétique soit partagé, même si c'est pour la science et pour le bien de l'humanité, j'ai envie de dire quelque part. Parce que qu'on comprenne bien, ce que permettait 23andMe, c'est effectivement par un test salivaire, vous avez commencé à expliquer, de quelque part comprendre, rechercher nos antériorités par le biais de nos ancêtres, etc. On pouvait avoir et découvrir qu'on avait des ancêtres à Taïwan, comme en Chine, comme aux États-Unis, mais aussi, donc ça c'est la partie ancêtre et généalogie, et d'un autre côté, ils pouvaient détecter quelque part par rapport justement à ces données génétique et à l'étude de notre génome et de notre ADN, si on était plutôt prédisposé à avoir des addictions ou à développer un Alzheimer, etc. Et c'est ce qui intéressait aussi les utilisateurs. Tout à fait, et c'est aussi tout le problème aujourd'hui d'avoir ces données qui pourrait potentiellement être revendu à d'autres entreprises, c'est que ça pourrait avoir une incidence sur la vie privée. Par exemple, imaginons que ces données soient revendues, par exemple, à un assureur. Dans ce cas-là, si vous avez peut-être une prédisposition à avoir un cancer ou avoir une maladie type Alzheimer, etc., on pourrait se dire qu'il pourrait y avoir des discriminations du coup sur certains contrats d'assurance. Ça peut être pareil aussi dans le domaine de l'emploi, un employeur qui refuse un candidat puisque effectivement il a une prédisposition pour telle ou telle maladie, ce qui supposerait peut-être des absences. Bien sûr. Donc effectivement c'est là tout le souci, puisque ce sont des données extrêmement sensibles. Est-ce qu'aujourd'hui aux États-Unis ou même en France ou ailleurs, on a des lois quelque part ou un cadre juridique qui permet de sécuriser quelque part ces données une fois qu'il y a un racheteur? Parce que là, ce qu'on comprend, c'est que n'importe qui peut racheter 23andMe puisqu'il est au tribunal de commerce. Effectivement. Alors après, tout dépend des institutions. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de test, en général, en France, c'est pas tellement autorisé. Il y a eu beaucoup de clients français qui se sont tournés justement vers les États-Unis pour pouvoir faire ce type de test. Alors, je suis pas une grande juriste en droit américain, donc pour le coup, je ne sais pas dans quelle mesure ils sont protégés aujourd'hui. Néanmoins, le fait que les institutions juridiques appellent dans le monde entier à récupérer les données, c'est qu'à mon avis, il y a quand même si c'est pas un flou juridique, du moins une grande latence pour les entreprises. Et donc, encore une fois, c'est problématique. D'autant que, encore une fois, la sécurité des données est extrêmement importante. Et 23andMe a déjà et c'est d'ailleurs, je pense aussi, ce qui a peut-être un petit peu mis du plomb dans l'aile à la société, a déjà eu des données qui ont été diffusées. Piratées. Voilà, tout à fait, qui ont été piratées. C'était en octobre 2023, et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que on a eu des groupes particuliers qui ont été ciblés lors de ce piratage, des personnes notamment d'origine juive, askénaze, etc. Et donc là aussi, ça pose des questions, puisque en récupérant ces données, on peut aussi décider de cibler un groupe spécifique. Bien sûr. Est-ce que justement, selon vous, les gens mesurent réellement la portée de leurs données, notamment de ce qu'on peut faire, leurs données génétiques, ou est-ce qu'ils sous-estiment totalement la portée de ces fameux accords de confidentialité qu'on signe parfois beaucoup trop vite parce qu'on a envie de jouer avec ce qu'on a envie de jouer? Ouais. Alors là, je pense que pour le coup, il y a deux pendants. C'est-à-dire que d'un côté, je pense qu'effectivement, on ne se rend pas toujours compte de ce que ça signifie d'avoir toutes ces données qui sont consignées à un endroit bien spécifique et qui peuvent, comme on le disait, être revendues. Je pense qu'effectivement, on n'a pas toujours conscience. Et puis de l'autre côté aussi, on n'a pas forcément conscience au moment où on décide d'aller vers ce type d'entreprise. On ne lit pas forcément toutes les petites lignes, tous les petits caractères. Le jargon juridique qui peut être un petit peu complexe aussi par moment peut décourager. La longueur des accords de consentement également. Et puis aussi, il faut se dire que ce type
ce type de procédure. Ça a été très populaire, enfin ça a été popularisé sur les réseaux sociaux. On a vu de nombreuses vidéos d'influenceurs qui décidaient de remonter leur patrimoine génétique. Et donc il y a aussi cet effet de mode, j'ai envie de dire quelque part, qui nous donne envie d'y aller sans trop se préoccuper des conséquences que ça peut avoir par la suite. Donc je pense qu'effectivement, beaucoup de gens n'ont pas réfléchi à toute l'implication qu'il y avait derrière. Est-ce que vous voyez aujourd'hui cette faillite comme un simple accident de parcours, quelque part, ou comme plutôt la fin d'une illusion sur un marché de masse qui est celui de l'analyse génétique et de l'ADN ? Je pense que c'est un marché qui peut encore fonctionner, mais encore une fois, on l'a déjà évoqué, je pense que ça ne peut pas fonctionner en ayant un modèle unique où on ne réfléchit pas à d'autres possibilités autour, parce que c'est du one-shot. Ouais. Sachant que la fondatrice de cette entreprise 23andMe avait fait les gros titres, notamment en raison de son mariage avec Sergey Brin, l'un des cofondateurs de Google, un univers qui allie technologie, big data et ADN. On continuera à en parler avec vous évidemment dans les prochaines semaines. Lisa, d'abord on va faire un petit tour du côté de la planète tech. D'abord, donc images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Cigarette butts are still the most littered objects in the world. 75% of them end up lost in nature, where their microplastics get into the ecosystem. This robotic solution targets butts specifically. It uses AI vision to find its prey, and then vacuums them up.
est de retour sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre experte aujourd'hui, Lisa de Bernard. Et on va écouter tout de suite sa chronique, puisqu'elle a toujours une idée derrière la tech. Et au programme aujourd'hui, entre assistants vocaux, moteurs de recherche et applis éducatives, nos enfants grandissent déjà, bien sûr, avec l'intelligence artificielle. Mais si demain, une intelligence artificielle, justement, leur était entièrement dédiée, ça changerait quoi? C'est ce que Google est en train d'imaginer, Lisa. Et oui, Google prend de l'avance sur ses concurrents qui s'adressaient jusqu'ici à un public un peu plus averti et travaille actuellement sur une version de son IA Gemini pensée exclusivement pour les enfants. C'est en tout cas ce que semblent préfigurer les premières investigations d'un média américain spécialisé qui s'est aventuré dans le fichier d'installation de la dernière version de Gemini sur Android. L'objectif est de créer une intelligence artificielle qui soit à la fois utile, éducative et surtout sécurisée. Pas question de reproduire les mêmes IA que pour les adultes. Ici, tout sera adapté à l'âge, à la sensibilité et au développement cognitif des plus jeunes. Mais concrètement, elle servirait à quoi, cette intelligence artificielle? Alors, c'est difficile pour le moment de vraiment se projeter et de préciser le contenu de cette nouvelle formule puisque Google n'a pas encore fait d'annonce officielle, mais visiblement l'idée est de créer une IA qui raconte des histoires, répond aux questions, aide aux devoirs et surtout une IA qui dialogue différemment avec les enfants. Et côté sécurité, on imagine évidemment que Google est attendu au tournant sur ce côté-là. Clairement, et c'est d'ailleurs en ça que réside la différence majeure avec les modèles déjà existants puisque si vous êtes un utilisateur averti de cette IA, vous savez que les fonctionnalités citées précédemment ne sont pas inédites. Ce qu'il sera, en revanche, ça sera le modèle qui sera doté de filtres très stricts pour bloquer tout contenu inapproprié avec un contrôle parental poussé, certainement un peu à la manière d'un YouTube Kids. Google le sait, la protection des données est cruciale pour ce jeune public, notamment en Europe, où la réglementation est très claire. Pas de collecte abusive, pas de publicité ciblée. Il faudra donc que l'IA respecte ces règles à la lettre. C'est un vrai défi technique et juridique. Est-ce que Google part de zéro sur ce projet-là ou est-ce qu'il y a déjà eu des tentatives en ce sens? Alors, pas tout à fait de zéro. Google a déjà proposé des outils pour les enfants comme Read Along, une appli qui aide à l'apprentissage de la lecture en vocal ou encore Teachable Machine, décidément j'ai du mal avec l'anglais, qui permet de s'initier au machine learning de façon ludique. Mais là, on parle d'un vrai assistant IA conversationnel qui aura donc vocation à accompagner l'enfant au quotidien. En quelque sorte, ce serait une première à cette échelle et une manière aussi de préparer les jeunes générations à comprendre ce qu'est l'IA, comment elle fonctionne et surtout comment l'utiliser de manière responsable. On comprend bien l'ambition, on peut aussi se poser une question derrière ça évidemment. Est-ce qu'on ne risque pas de rendre les enfants encore plus dépendants à la technologie et à l'IA? C'est l'autre grande question effectivement. L'IA peut être un formidable outil d'apprentissage, mais il faut qu'elle reste un support, pas un substitut aux relations humaines ni à l'école. Tout dépendra donc de l'encadrement. Si l'IA devient un prétexte pour laisser son enfant devant l'écran, on rate le coche, mais si elle est bien intégrée dans le cadre scolaire ou familial, avec une vraie supervision, au contraire, ça peut devenir un outil extrêmement intéressant. On sait si cette IA, elle est déjà en test ou est-ce qu'on en est au stade de développement? Alors pour l'instant, c'est au stade des fondations. Google pose tout juste les bases, ajuste son modèle, mais puisque les premiers éléments de ce modèle sont déjà présents dans les lignes de code de la nouvelle version, on peut imaginer que son déploiement est tout de même prévu pour les prochains mois. On ne sait pas encore comment elle s'appelle? Non, on ne sait pas encore. Surprise. Peut-être Gemini Kids. Gemini Kids. Voilà, comme YouTube Kids. Peut-être. Merci beaucoup, Lisa, en tout cas. On lance tout de suite la deuxième partie du talk. On a parlé tout à l'heure en première partie du talk de pouvoir explorer la vie de nos ancêtres et en savoir plus sur aujourd'hui. Et bien justement, imaginez pouvoir explorer la vie de vos ancêtres et d'analyser l'évolution de la société française sur un siècle, et ce, en quelques clics seulement. C'est la promesse en tout cas du travail colossal réalisé par les Archives de France, l'INED et leurs partenaires. Et grâce à l'IA, ils ont numérisé des millions de fiches de recensement entre 1836 et 1936. Pourquoi c'est une première mondiale et comment cela va-t-il changer la donne pour la recherche et la généalogie? Là, on est d'accord, on ne parle plus du tout de tubes dans la bouche et d'analyse ADN, pas du tout. Les Archives de France et l'INED s'apprêtent donc à publier d'ici 2026 ce siècle, plus d'un siècle de recensement grâce à la numérisation et l'IA. Ça représente quoi ce projet?
Alors déjà, ça représente plusieurs années de travail, a priori, mais moins que si on n'avait pas eu l'IA pour accompagner les chercheurs, puisque ça représente environ 15 millions d'images issues du recensement, qui représentent à elles-mêmes à peu près 700 millions d'enregistrements individuels, parmi lesquels on retrouve les noms, les prénoms, les années de naissance, les professions, les situations maritales, les liens de parenté, les adresses. Ça fait beaucoup d'informations à traiter, voilà, et l'objectif, c'est de créer donc une base de données exhaustive des individus qui ont vécu en France justement durant ce siècle. C'est une première mondiale aujourd'hui? Alors, ce qui est une première mondiale, effectivement, c'est d'avoir aggloméré autant de données sur 100 ans. Et puis, c'est aussi d'avoir utilisé l'IA pour ça, notamment pour ce qu'on appelle le HTR, qui est donc en fait l'analyse de la reconnaissance automatique d'écriture. Et donc, en fait, ça... Parce que bon, je pense que le terme ne parle pas à tout le monde. Ouais. Il ne me parlait pas avant, pour être très honnête. Mais c'est en fait l'analyse, si vous voulez, le recensement s'était fait à cette époque-là essentiellement à la main de l'écriture manuscrite. Et donc, ils ont été les chercheurs dans l'obligation en fait de former leur IA de sorte qu'elle puisse lire justement ces écritures manuscrites, les différentes annotations qu'il pouvait avoir, les abréviations également qu'il pouvait y avoir, voilà, de sorte que le fichier soit le plus complet et le plus rapidement possible. Alors, on parle, vous l'avez dit, de 700 millions d'entrées nominatives, c'est colossal, les noms, les prénoms, les professions, les liens de parenté aussi. Comment on gère techniquement aujourd'hui ces flux de données? Est-ce qu'il a fallu innover d'un point de vue informatique aussi, au-delà de cette technologie HTR, pour stocker puis rendre accessible ensuite ces informations? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui a aussi provoqué le retard du projet, qui, bon, ça reste très modéré, hein, ils n'ont qu'1 an de retard sur leur plan initial, mais effectivement, il a fallu mettre en place tout un tas d'infrastructures, déjà dans un premier temps pour pouvoir numériser toutes les données, puisque forcément, il fallait du matériel pour ça. Ensuite, on l'a déjà évoqué, mais il a fallu entraîner les IA, notamment aux annotations, à la reconnaissance automatique également. Et puis ensuite, il a fallu mettre en place des systèmes pour pouvoir, si vous voulez, rentrer les données et les structurer sous une forme plus simple, c'est-à-dire des tableaux. Et puis ensuite, on a eu aussi tout ce qui est contrôle de qualité, etc. Donc tout ça, ça a nécessité des infrastructures à la fois technologiques, mais aussi un investissement humain, bien évidemment, puisque même si l'IA fait la plus grosse part du travail, comme je le disais, il y a tout de même aussi un contrôle qualité qui doit être fait à la suite de ces analyses. Et donc, il a forcément fallu investir aussi sur l'humain, donc en engageant tout un tas de personnel qualifié. Bon, comme quoi, tout n'est pas fini et l'humain a encore toute sa place, notamment quand on parle d'humain, de généalogie. L'IA reste un outil. On le répète toujours sur ce plateau, l'IA reste un outil. Alors, les recensements ont lieu tous les 5 ans, permettent aussi de suivre l'évolution d'une même personne sur plusieurs décennies, les changements d'adresse, de profession, de statut marital, etc. À votre avis, ce sera quoi le type de recherche qui sera le plus bouleversé par cette nouvelle possibilité de traçage longitudinal? Je vais arriver à le dire, c'est une catastrophe. Est-ce que c'est la démographie, l'histoire, l'économie, tout à la fois? Je crois que c'est un petit peu tout à la fois, puisque c'est quand même assez inédit d'avoir toutes ces données. Si on prend la démographie, jusqu'ici, les données longitudinales, elles étaient assez rares, elles étaient souvent éparses, il y avait des trous. Donc ça permettra aux chercheurs d'étudier tout un tas de nouveaux aspects, par exemple la fécondité, la mortalité, les mobilités géographiques. Pour ce qui est, par exemple, de l'histoire sociale, on va pouvoir reconstituer des vies entières, là où encore, jusqu'à présent, on avait toujours des trous. On pourra du coup observer l'évolution des structures des familles, les naissances, les décès, les mariages, les séparations. Ça dit quelque chose sur une époque. On aura également aussi du côté de l'économie, l'évolution des différents métiers. On pourra mesurer aussi les effets de l'industrialisation, les effets des crises économiques ou encore des différentes réformes sur le parcours de travail. Donc ça va être un véritable bouleversement, je crois, pour à peu près tous les secteurs. Tous les pans de l'économie. Voilà, tout à fait, qui tournent autour de ça.
Ouais. Vraie avancée, donc effectivement, d'autant plus que 6 Français sur 10, je ne sais pas si vous en faites partie, auraient déjà effectué des recherches sur leur généalogie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà intéressé? Alors, ça m'a déjà intéressée. En revanche, j'ai jamais sauté le pas, mais tout porte à croire qu'effectivement, en ayant un accès facilité, peut-être que ça donnera envie à certaines personnes. Je crois qu'on y a tous déjà un petit peu pensé dans un coin de nos têtes, sans forcément prendre le temps de le faire. Après, je pense que tout dépendra également de la communication qui sera faite autour de la publication de ces données. Après, ce qui peut aussi peut-être donner envie aux gens, c'est qu'on pourrait avoir l'impression que ça sera une recherche énorme à faire dans ce logiciel qui sera mis, sur cette plateforme qui sera mise en ligne, mais a priori, ils ont quand même pensé à faire quelque chose d'assez simplifié. C'est pas adressé uniquement aux chercheurs, c'est aussi adressé au grand public. Donc, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est uniquement réservé à un sac d'experts ou vraiment il faut s'y connaître en généalogie pour aller décrypter ce qui est arrivé à nos ancêtres, mais non, l'idée, c'est quand même de simplifier l'accès de sorte que tout le monde puisse s'y intéresser. Bon, on a noté le décalage d'1 an par rapport au calendrier initial, vous l'avez dit, essentiellement dû aussi à la collecte, à la numérisation des fichiers. J'imagine aussi que la qualité des documents, la dispersion des archives, le manque de financement aussi, tout ça a pu faire partie de ce délai qui a pris un petit peu plus de temps. Bien sûr, puisque comme on parle quand même de documents entre 1836 et 1936, on peut imaginer effectivement que le papier a peut-être un peu jauni, que l'encre s'est un petit peu effacée, qu'il y a peut-être des pages qui sont déchirées. Donc effectivement, la qualité du support en fait a aussi causé du retard. Effectivement, il y a la dispersion géographique. Certaines archives sont conservées à différents endroits en France, donc il fallait le temps de tout rapatrier. Il y avait une coordination logistique aussi derrière tout ça. Et puis, comme je le disais, il y a aussi tout ce qui est contraintes budgétaires et humaines, puisque bien évidemment, tous les équipements qui ont été mis à disposition, ça coûte de l'argent et les ressources humaines, c'est pareil, c'est pas illimité. On n'a pas beaucoup de gens finalement qui sont spécialisés sur ces secteurs-là, donc il a fallu former, etc. Donc tout ça explique effectivement le retard. Les informations, parce qu'elles sont nominatives, peuvent aussi poser question en matière de vie privée, de respect du secret, parfois des familles. Et même si on parle de données historiques, est-ce qu'il existe une limite éthique ou légale à l'exploitation ou à la consultation de ces données aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le cadre légal en France, les archives publiques, en fait, qui contiennent des données nominatives, elles deviennent libres à partir de 75 ans. Donc a priori, on est dedans. Hein. C'est bon, on aura dépassé le délai. On va mener l'enquête sur les De Bernard et sur les Dolbeau, ça se trouve mon cousin. Avec grand plaisir. Vous savez que sans rire, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé que j'étais cousine avec ma voisine. C'est vrai? Ouais, je raconte ma vie, on n'en a rien à faire, mais c'est quand même assez drôle, c'est le pouvoir de la généalogie. Tout à fait. Et puis après, il ne faut pas oublier qu'on a aussi le nom qu'on porte, mais il y a aussi souvent le nom de nos mamans qu'on ne porte pas et qui est aussi une part de notre famille. Voilà. C'est vrai. Et on a aussi des recherches à faire. De porter, effectivement, au-delà du nom du papa. Merci infiniment, en tout cas, Lisa, d'avoir été parmi nous aujourd'hui, d'avoir mené avec moi cette émission rondement menée. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Dylan Kohler d'avoir produit cette émission. À la régie aussi derrière lui. Et puis nous, on se retrouve comme tous les jours, dès demain, dès 12h30. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao.